Alors écoutez, bonsoir à tous. On espère que le groupe va se gonfler parce que nous avons été 44 ou 45 personnes à s'inscrire. Le projet sur la colère, eh ben, il est dans la suite de ce qu'on a commencé au printemps dernier avec les émotions. Un très joli replay d'ailleurs qu'on vous conseille d'aller voir sur notre chaîne YouTube. Alors c'est du Made by Emmanuel Ducassé auquel on s'est fortement attaché. Euh, et donc, c'est un des replays qui a eu le plus de succès. Ensuite, les émotions nous ont amenés vers la notion d'épuisement, épuisement parental, de l'épuisement parental à, à la... en fait, on est passé par la case épuisement, mais notre titre de soirée, c'était de l'exaspération à la collaboration en famille. Et souvent, l'exaspération est en lien avec l'épuisement parental et donc la gestion des émotions. Et on savait que la suite logique, c'était donc la colère, qui est l'émotion qu'a exploré Emmanuel le 5 décembre avec en compagnie PDG Compagnie, les deux acteurs qui ont amené des scénettes très, très, très justes, très divertissantes. Voilà. Et là, maintenant, on est sur notre partie atelier. Merci Marie-Annick. Merci à chacun, chacune d'être présent, connecté pour cet atelier. Donc, on va être ensemble jusqu'à 22 heures à peu près. La première chose que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est déjà de vous remercier vous-même et de vous féliciter, de prendre ce temps, de prendre ce temps pour vous, de prendre ce temps pour votre famille. Parce que rien que de prendre ce temps, ça veut dire déjà que vous prenez soin de vous et de votre famille. Et donc, c'est un pas qui est important. Donc, à célébrer pour vous-même. Marianne l'a dit, cet atelier qu'on va vivre ensemble ce soir, il fait suite à la conférence donc, qui a été faite en présentiel avec l'aide de comédiens qui ont improvisé des scénettes au mois de décembre. Donc, pour les personnes qui n'auraient pas assisté à cette conférence ou qui n'auraient pas vu le replay disponible euh, en ligne, pas de panique, je vais faire quelques rappels quand même rapides. Mais l'idée, c'est évidemment pas de vous refaire la conférence ce soir, mais d'aller un cran plus loin et surtout de vous faire pratiquer, d'amener un petit peu la réflexion plus en avant. Et donc pour ça, je vais vous demander, si c'est pas déjà fait, d'avoir un crayon et des feuilles de papier, parce que je vais vous faire un peu travailler ce soir. Déjà, ma première question que j'ai pour vous, pour les personnes en tout cas, qui étaient là à la conférence ou qui ont pris le temps de regarder le replay, je vais vous demander de partager une chose dans le chat que vous avez retenue de cette fameuse conférence. Une chose qui vous a marqué, une chose utile que vous avez peut-être même expérimentée, une chose qui a fait la différence pour vous dans les prises de conscience, peut-être dans votre attitude, une chose qui vous questionne. Bref, quelque chose que vous avez retenu de cette conférence. Et je vous invite à le partager dans le chat. Alors, pour Myriam, les sketchs. Oui, forcément, ça marque. Que derrière la colère, il y a une émotion pour Catherine. Ouais. Ingrid, écouter son corps. Ok. Sentir monter la vague, nous dit Emmanuel. Ouais. Et on va y revenir sur cette fameuse vague de la colère. Le stop, think and go. Oui, ok, super, on va y revenir aussi. Ne rien faire pendant la colère. Oui, au moment de la crise, effectivement, il est trop tard. Et à part traverser la crise et attendre que ça passe, effectivement, à ce moment-là, il n'y a plus grand-chose à faire. Tout à fait. Bon, merci beaucoup. Alors, ce que je vous disais un petit peu en introduction, c'est vouloir faire quelques rappels, mais avant ça, en fait, je commence par la fin de la conférence. Mais dans cette idée que si je veux apprendre à mieux gérer ma colère, c'est que il y a des raisons, évidemment, derrière cette volonté, ce souhait. Et donc, j'avais fini la conférence en vous demandant de réfléchir à quelles sont vos raisons qui vous font vouloir apprendre à mieux gérer cette colère. Pourquoi c'est important pour vous? En quoi c'est un problème aujourd'hui? Autrement dit, quelles sont les conséquences que vous vivez du fait de la colère pour vous et pour les autres. Et puis, si on se projette un peu plus loin, dans un an,
et ben si on s'en parlait justement de votre façon de vivre votre colère, si cette façon de vivre avait changé, eh ben ça donnerait quoi? Donc c'est les petites questions que j'avais laissées en suspens. Je vous avais invité à réfléchir à cela. Et donc je vous les repose ici, parce que c'est évidemment important de les avoir en tête pour la suite. Et si jamais vous n'y avez pas encore répondu, pas de panique, c'est pas grave. Mais je vous invite en tout cas à les garder en tête pour pouvoir y répondre, en tout cas ultérieurement après cette conférence. Alors, quelques rappels pour commencer, un peu théorique entre guillemets, pour que les personnes qui n'étaient pas forcément là puissent aussi raccrocher les wagons. Et puis parce que c'est début janvier qu'il y a eu les fêtes et que la conférence, elle a déjà un mois de passé. Donc voilà, des petites piqûres de rappel pourront peut-être aussi vous être utiles. Alors, on avait commencé la conférence en se rappelant que ben, finalement, les émotions, de manière générale, passent par le même processus hein, que j'avais présenté ici, avec un signal, des déclencheurs hein, qui vont amener ben, plusieurs processus liés au corps, à notre tête et puis à nos ressentis, nos émotions. Hein, puisque quand je vis une émotion, eh bien, je vais avoir des pensées qui peuvent aussi me venir en tête. Je vais ressentir des choses dans le corps, hein, c'est ce que vous avez dit dans ce que vous aviez retenu justement pour une personne qui l'a cité dans le chat, que avant tout ça se passe dans le corps, une émotion. Hein. C'est aussi ce que je ressens, et puis c'est aussi ce que je vais faire, hein, en fonction de ce que je me dis dans ma tête, de ce que je ressens dans mon corps et au niveau de mes émotions. Et donc, on avait regardé aussi du côté de la colère pour se dire que ben, c'est le même processus avec des spécificités plutôt liées à la colère, mais finalement, on passe par les mêmes process comme toutes les autres émotions. Hein. Donc, si j'ai un déclencheur, et on va revenir hein, sur cette question du déclencheur, eh bien, je vais avoir des pensées qui peuvent me traverser. Encore une fois, c'est ce que je me dis dans ma tête, ce que ma tête, elle me raconte. Et lorsque on a un peu la colère qui a tendance à nous submerger, hein, on a plutôt tendance à avoir des pensées négatives. On peut avoir un sentiment aussi très fort d'injustice, hein, on va y revenir aussi là-dessus. Et puis des difficultés à se concentrer par rapport à tout ce que notre tête nous raconte à ce moment-là, et puis des pensées qui peuvent être assez envahissantes. Au niveau du corps, ben, on va ressentir des sensations plutôt de tension musculaire. On peut avoir le rythme cardiaque qui s'accélère. On peut avoir des bouffées de chaleur, par exemple. Et puis, au niveau des émotions, de ce que je ressens, eh bien, on peut avoir une intensité assez différente, puisque la colère, c'est une famille finalement émotionnelle, mais on a différents degrés. Hein. Avant d'être en colère, on peut déjà être contrarié, on peut être agacé, on peut être frustré, on peut être ensuite en colère, et puis on peut être enragé. Donc, il y a différents degrés, et donc il est important de pouvoir nommer, eh bien, de la manière en tout cas la plus juste possible, hein, l'émotion qu'on vit. Et puis en fonction de ce que je me dis, de ce que je ressens dans mon corps, et puis de ce que je ressens, eh bien je vais adopter certains comportements. Hein. Si je suis envahi par ma colère, hein, eh bien je vais plutôt tendance à avoir des comportements du type cri, geste brusque, hein, ou comportement impulsif, comportement réactif, hein, qui en général amène derrière plutôt des regrets et un sentiment de culpabilité. Donc, quand j'avais dit ça, j'avais aussi bien rappelé que du coup, ça veut dire que notre corps nous envoie aussi des signes qu'il est important d'écouter. C'est la même chose pour toutes les émotions et ça va être aussi important, bien sûr, pour la colère. Donc, vu que ça passe par la tête, le corps et puis le ressenti, bah, la première des choses que je vais avoir à me demander, c'est au niveau physique de pouvoir repérer quels sont les signes physiques qui vous indiquent que votre colère, elle est en train de monter. Hein. Il y a des signes dans votre corps, on l'a vu tout à l'heure, ça peut être des bouffées de chaleur, ça peut être des tensions musculaires. Hein, très souvent, il y avait une étude, j'en avais parlé, qui montrait que la colère, elle est plutôt ressentie au niveau du corps, dans le haut du corps. Donc d'être en capacité de repérer ces signes-là. Et puis, au niveau cognitif, de repérer un petit peu notre discours intérieur. Hein. Qu'est-ce que notre disque de la colère dans notre tête, hein, il a tendance à activer?
comme phrase, comme pensée. Hein. Si vous y prêtez attention, il y a certainement des phrases qui reviennent souvent, qui accompagnent cette fameuse colère. Et donc, quand vous repérez ces pensées-là, bah, ça vous donne déjà le signal d'alarme de ah tiens, oula, colère arrive. Et puis les comportements, hein, quand vous ressentez l'émotion de colère, habituellement, quels sont les gestes ou les actions qui révèlent que vous perdez le contrôle. Et ça peut être intéressant aussi de voir d'ailleurs les situations dans lesquelles vous allez perdre le contrôle et les situations dans lesquelles, au contraire, vous arrivez davantage à vous maîtriser. Ça va dépendre des situations, ça va dépendre peut-être aussi des personnes avec qui vous êtes en présence. Donc ça va être des éléments qui vont être aussi importants à observer, puisque c'est à partir de là que vous allez plus facilement pouvoir agir et amener des changements. Et puis, on avait parlé de comment fonctionne notre cerveau en lien avec les émotions, hein, puisque la colère est une émotion. Et on avait vu que eh bien, le siège des émotions était plutôt au niveau du système limbique, hein, que vous voyez au centre de cette image. On a la fameuse amygdale qui va déclencher les émotions. Le cerveau reptilien, hein, qui est en violet sur l'image, là, ça va être plutôt les mécanismes de défense automatique, hein, la fuite, le fait de se figer, hein, ou au contraire le fait de combattre. Ça va être nos systèmes de défense, encore une fois, réactifs, automatiques, et on va faire le lien tout à l'heure avec les trois voies de la colère. Euh, et donc, bah, la colère, elle se déclenche aussi comme toute émotion à partir de ce cerveau-là. Et puis on avait vu ensemble que la colère, ben, c'est une émotion naturelle, légitime. Elle fait partie des émotions. C'est une émotion comme une autre. Et on la vit tous et toutes, qu'on le veuille ou non. Cette émotion de colère, elle est juste normale. Et d'ailleurs, elle est très utile et importante parce qu'elle a aussi beaucoup de vertus, si tant est qu'on écoute les signaux qu'elle nous amène et qu'on arrive évidemment à l'utiliser de manière respectueuse pour soi et pour les autres. Hein. Donc le fait de ressentir la colère est juste normal. Hein. La différence, ça va être de qu'est-ce que je fais de cette colère. Hein. Est-ce que je l'utilise de manière respectueuse ou pas? Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi dire aux enfants, de dire, tu as le droit d'être en colère. Hein. C'est normal de ressentir la colère. Par contre, c'est pas parce que tu as le ressenti de la colère que tu dois taper ou faire preuve de violence. Ça, par contre, c'est non. Hein, ce n'est pas acceptable. Mais le fait de ressentir la colère, c'est normal, c'est universel, c'est pour tout le monde pareil. Et puis, on avait parlé des pièges de la colère, en lien avec ce que disait Mariannick tout à l'heure, par rapport à cette question de l'épuisement. Hein. Lorsqu'on est dans une fragilité émotionnelle, eh bien, on va avoir tendance beaucoup plus facilement à exploser. Hein. On va avoir ces émotions de colère qui vont prendre le dessus, hein, cette sensation un petit peu de perte de contrôle et qui va nous amener à des cris, des paroles peut-être blessantes, des paroles peut-être humiliantes, des pluies de reproches, etc., qui en général amènent une escalade, hein, de violence au niveau de la relation familiale ou avec l'enfant, qui amène du coup plutôt des crises. Et puis derrière, évidemment, ces situations-là, une fois que l'escalade redescend, eh bien, en général, souvent, hein, on va appuyer sur le bouton culpabilité avec un sentiment de regret qui va du coup affecter notre estime de soi parentale. Et si mon estime de soi parentale est affectée, eh bien, ça renforce ma fragilité émotionnelle. Et si à nouveau ma fragilité émotionnelle, eh bien, est touchée, eh bien, j'ai encore plus de risques, hein, de pouvoir exploser puisque j'ai cette fragilité. Et puis, en fait, on avait vu aussi que bah, malheureusement, l'explosion, on le sait, amène des conséquences qui sont non négligeables évidemment pour le développement de l'enfant, mais aussi pour la relation qu'on tisse avec nos enfants et pour la famille. Et puis, on avait vu aussi ensemble, hein, ce fameux piège et le lien entre colère et opposition, de se dire que finalement, ben, plus je vais, moi, avoir cette attitude réactive de colère, sans forcément arriver à la réguler ou à l'utiliser de manière respectueuse,
eh bien plus je vais alimenter quelque part la colère de l'enfant et plus je vais alimenter aussi son opposition. Et pour en revenir à la fragilité émotionnelle, souvenez-vous, on en avait parlé aussi lors de la conférence que Marianne citait tout à l'heure, de l'exaspération à la coopération, sur ce fameux cycle de l'opposition. En fait, les enfants, ils ont vraiment besoin d'une sécurité affective et ils ont besoin de voir un parent qui, eh bien, n'est pas dans une fragilité émotionnelle parce que cette fragilité émotionnelle eh bien, va amener une insécurité en fait pour l'enfant. Et c'est cette insécurité qui derrière amène des comportements inappropriés, amène de l'opposition, parce que l'enfant a besoin de tester que la clôture, elle est solide. Quand je dis la clôture est solide, c'est que le parent est solide. Voilà. Et plus je suis dans cette fragilité, plus eh bien, j'amène de l'insécurité et le risque de comportement encore une fois, inappropriée et d'opposition de la part des enfants. Bien sûr qu'en tant que parent, cette fragilité émotionnelle, ben, on la vit en fonction de là où on en est et puis de la situation familiale que l'on vit au quotidien. Mais gardez en tête que cette fragilité émotionnelle, bien sûr, elle se travaille. On peut évidemment essayer d'améliorer les choses. Moi, j'aime bien rappeler que le parent lui-même fait partie de la solution et est souvent d'ailleurs une grande partie de la solution. Et donc j'encourage vraiment toujours à être accompagné pour aller justement travailler cette fragilité émotionnelle si vous êtes dans cette situation, parce que c'est à partir de là qu'une spirale plus vertueuse pourra s'enclencher et arriver à retrouver un peu plus de sérénité en famille, malgré évidemment les difficultés que vous êtes peut-être amené à vivre en fonction de votre situation vécue. Alors justement, parce que je parle d'estime de soi parentale, je vous l'ai dit ce soir, je vais vous faire quand même beaucoup travailler. Donc je vous ai rebrossé un petit peu de manière très rapide, j'en suis désolée, hein, mais les messages, en tout cas clés à retenir sur les bases liées à la colère, on va dire. Mais là, j'aimerais vous faire réfléchir à ces trois questions en lien justement avec ce cycle-là de la fragilité émotionnelle, de l'explosion, de la culpabilité, et de vous demander, ben, vous aujourd'hui justement, vous en êtes où de votre estime de soi parentale? Parce que plus votre estime de soi parentale va être affectée, plus vous êtes à risque de vous retrouver en situation de fragilité émotionnelle. Donc la première question que j'ai pour vous, et je vous invite à partager vos réponses dans le chat, eh bien c'est déjà quelle opinion vous avez, vous, à propos de vos propres compétences parentales sur une échelle de 1 à 10. Quelle serait votre réponse? Sur une échelle de 1 à 10, où en êtes-vous sur vos compétences parentales? 1 étant le plus faible et 10 plus élevé. Ça dépend des jours. 10, 8, 8, ok, 5, ok, 9, 7, ok. Donc là, vous êtes sur des niveaux, on va dire, déjà assez élevés hein, sur ces compétences parentales. Et c'est bien sûr important de pouvoir l'avoir en tête. Et puis d'aller un petit peu plus loin sur, bah, finalement, sur base de quoi vous évaluez ces compétences. Hein. Qu'est-ce qui vous fait dire ce soir que vous avez un niveau de compétence parentale qui se situe à 5, 6, 7, 8, 9 ou 10? Et de pouvoir peut-être avec le crayon et le papier que vous avez sous la main, eh bien peut-être noter ce qui vous vient en tête euh, ou le partager dans le chat, et c'est encore mieux. Euh, donc sur base de quoi j'évalue ses compétences. Sylvie, sur le nombre de conflits avec mon fils. Ok, ah, intéressant. Ok. Donc, moins il y a de conflits avec votre fils, plus euh, votre sensation de compétence parentale est élevée, si je comprends bien. Pour Emmanuel, le retour de mes enfants et voir leur bonheur quotidien. Ouais, ok. Intéressant aussi. Euh, Anxiété importante. Ok. Euh, Capacité à gérer mes relations avec les enfants et leur apprendre à faire de même. Ouais. Climat plus serein à la maison.
Remise en question, formation, ouverture d'esprit, analyse de situation, se réadapter, savoir s'excuser et montrer que nous aussi, parents, on fait des erreurs. Ouais, c'est riche tout ça. Basé sur le nombre de danses du matin et les fous rires. Ok, merci. Parce que ce qui peut être intéressant aussi, c'est de se dire, ben, est-ce que finalement, j'évalue mes compétences parentales plutôt bonnes en fonction effectivement des relations que moi j'entretiens avec mes enfants? Est-ce que ça va être par rapport à ce que je vois de comment mes enfants se sentent? Est-ce que ça va être par rapport à comment les autres parents ou les autres personnes dans mon entourage perçoivent les enfants dans leur façon de se comporter? Est-ce que si par exemple il y a un comportement inapproprié en présence d'autres parents ou d'autres personnes de notre entourage, si par exemple, je sais pas, dans un repas de famille, pendant les fêtes, il y a eu des réflexions, est-ce que ces réflexions vous touchent au point du coup de vous dire, bah, du coup ça affecte mes compétences parentales et mon estime de soi parentale? Parce que ça, c'est des choses que qu'on entend hein, aussi assez souvent. Et donc ça, c'est intéressant aussi d'aller repérer quelles sont les situations ou peut-être les personnes ou les moments ou quelles relations vont affecter votre estime de soi parentale. Pour Karine, mon fils est autiste avec troubles du comportement, principalement TOP. Donc par moments, c'est très fatigant et dur à gérer. Oui, bien sûr, hein. Être parent d'un enfant vivant avec un trouble du neurodéveloppement, évidemment, demande beaucoup d'énergie. D'où l'importance, et on sait combien ça peut être un vrai défi hein, de prendre soin de soi, parce que ça demande tellement d'énergie que bah, cette énergie, il faut pouvoir l'avoir et puis surtout l'entretenir régulièrement. Et donc parfois, ça veut dire effectivement, on le sait, hein, renoncer euh, euh, à un certain rythme, parfois renoncer aussi à certains accomplissements personnels. Ça veut dire aussi à faire beaucoup d'adaptations au quotidien, sans forcément être dans la suradaptation non plus. Hein. Donc c'est tout un jeu d'équilibre qui est pas toujours simple. Pour Vanessa, j'analyse, je me remets en question, je garde en tête les croyances que j'ai abattues au fil du temps. Mes quatre enfants, tous TND, viennent beaucoup me concerter et cela me donne la température vis-à-vis de nos relations. Ok, ok, merci beaucoup. Hein. Donc, on voit en tout cas dans beaucoup de vos partages qu'il y a déjà beaucoup de réflexions de votre part. Donc, encore une fois, bravo, bravo pour ça. Vous pouvez vraiment en être fiers, c'est pas le cas de tous les parents. Pour moi, un bon parent, ça ne devrait jamais faire quoi? Et ça devrait toujours faire quoi? Qu'auriez-vous envie de répondre à cette deuxième question? Pour moi, un bon parent, ça ne devrait jamais faire quoi? Ça devrait toujours faire quoi? Crier, pour Sylvie. Non, j'imagine, ça ne devrait jamais. Quoi d'autre? C'est quoi être un bon parent pour vous? Violence, jamais. Ça ne devrait jamais faire preuve de maltraitance. Respirer avant d'agir. Dans le devrait toujours faire quoi? Ne devrait jamais perdre le contrôle. C'est intéressant là le prisme que, que vous adoptez. Ne devrait jamais rentrer dans le conflit. Devrait être dans l'explication. Se mettre dans la peau de l'enfant. Hmm. Jamais s'énerver. Toujours répondre calmement. Pour Rebecca. Toujours écouter. Jamais faire faux bon. Ok. Et si on est honnête, est-ce que vous n'avez jamais crié? Est-ce que vous vous êtes toujours resté calme? Est-ce que vous êtes toujours à l'écoute? Non. Ouais, non, Myriam. Toujours reconnaître nos erreurs. Euh, jamais il n'y a pas pour moi. Non, mais c'est normal. Aussi crier. Ouais, tout à fait. Hein. Donc, il y a effectivement, on sait qu'est-ce que ce serait pour soi être un bon parent. Oui, les regrets, hein, le fameux bouton culpabilité. Donc, il y a l'image évidemment qu'on se fait de ce que c'est qu'être un bon parent. Et puis, il y a le parent que l'on est au quotidien, dans nos réalités qu'on vit.
Et parfois, c'est ce décalage entre le parent que je souhaite être ou que je voudrais être et le parent que je suis réellement dans mon quotidien. Et parfois, il y a malheureusement beaucoup de décalage qui amène de la souffrance pour certains parents. Et c'est cette souffrance-là qui peut amener justement à de la fragilité émotionnelle, avec une estime de soi parentale affaiblie, et du coup, plus d'explosion. Et puis derrière, à nouveau, de la culpabilité, hein, et on rentre dans cette spirale un peu infernale qui amène beaucoup de souffrance. Mais oui, en tout cas, on a parfois des standards assez élevés par rapport à la parentalité telle qu'on la souhaite. Donc c'est souvent ce que moi j'invite dans mes conférences, mes ateliers, hein, c'est plutôt de se dire bah, comment est-ce que je peux être un parent suffisamment bon, et c'est déjà très bien comme ça, pour eh bien, permettre à mon enfant de se développer au mieux en tenant compte, et ça c'est hyper important, en tenant compte de mes réalités de parents. Est-ce que je suis en situation monoparentale ou pas? Est-ce que eh bien, j'accompagne un élève avec des difficultés un élève, pardon, un enfant avec des difficultés particulières ou pas? Et bien sûr, tous ces facteurs-là vont devoir être pris en compte. Ça, c'est un point qui est important. Et oui, comme dit Sylvie, notre quotidien, c'est aussi notre fatigue du moment, de la journée, et que quand bien même on a conscience qu'il faut prendre soin de soi, ben, on a aussi notre quotidien à gérer, et qui peut être évidemment un vrai jeu d'équilibriste. Alors pour finir sur cette estime de soi parentale, je vais vous inviter à partager quels sont pour vous le top finalement des trois compétences qu'un parent doit avoir, selon vous, pour être un parent suffisamment bon. Top 3 des compétences qu'un parent doit avoir pour être un parent suffisamment bon cette fois. Écoute, sérénité, compréhension. Écoute, patience, bienveillance. Hop, j'ai raté le coche. Patience, bienveillance, respect. Patience, adaptabilité, bienveillance. Écoute, bienveillance, soutien. Amener ses enfants à dire ses émotions. Écoute, patience et temps. Ok. Écoute, recul, partage. Donc on voit ici que l'écoute revient beaucoup, quasi systématiquement, à la patience aussi, bienveillance. Ouais, ah, effectivement. Euh, L'écoute évidemment de son enfant ou de ses enfants, et puis l'écoute de soi, hein. D'abord d'ailleurs, l'écoute de soi. Hein. Cette fameuse image du masque à oxygène, je ne peux pas prendre soin de ceux que j'aime si je ne prends pas déjà soin de moi. Quand on est dans un avion et qu'on doit mettre les masques à oxygène, hein, la consigne, c'est de le mettre d'abord pour soi avant de le mettre pour la personne ou l'enfant qui est à côté de nous. Hein. Et ben dans la vie, les parents, c'est pareil. Prendre d'abord soin de soi pour pouvoir évidemment mieux prendre soin des êtres qui nous sont chers. Pour Vanessa, un accompagnement, une écoute attentive, pas de jugement. Et il faut de la remise en question. Ouais, pour Myriam. Ouais, tout à fait. Euh, En tout cas, cette estime de soi parentale, elle est vraiment importante parce que nos enfants, on le sait, hein, ils apprennent surtout de nous en nous observant. Pas forcément par rapport à ce qu'on dit, mais ils apprennent surtout de nous par rapport à ce qu'ils observent de nos attitudes et de nos comportements. Et donc, plus je me respecte moi-même, plus j'inspire le respect à mon enfant ou à mes enfants. Donc, se respecter soi-même va être très important par rapport à cette fragilité émotionnelle. Plus je me respecte et plus j'inspire le respect. Moins je me respecte, plus j'inspire le mépris à mes enfants. Donc le respect de soi va impliquer davantage le respect des autres. Et ça, c'est un point qui est hyper important. Et quand on est dans une situation de fragilité émotionnelle, on va avoir plutôt tendance eh bien, à s'oublier, à prioriser les autres, à finalement ne pas se respecter soi. Quand on sait ce qu'ils ressentent au fond d'eux, on peut leur demander ce dont ils ont besoin. Oui, Sylvie, bien sûr. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Donc voilà un petit peu les réflexions que j'avais envie d'apporter sur cette estime de soi parentale. On pourrait évidemment
en dire beaucoup plus, mais je pense que ça fait déjà pas mal de matière à réflexion là-dessus. Alors, je voulais aussi, je vous l'avais dit, vous faire expérimenter des petits outils. J'avais parlé de cette fameuse respiration de la main pendant la conférence. Et donc, bah, ce que je vous propose, c'est qu'on l'expérimente du coup ensemble ce soir. C'est assez simple. C'est un petit outil qui va aider nous, évidemment, en tant que parents, lorsqu'on fait face à une situation difficile émotionnellement, pour justement éviter de sortir de nos gonds. Et puis, c'est bien sûr une petite activité qui peut être aussi très utile avec les enfants, ou que les enfants fassent aussi pour eux-mêmes, pour les aider à réguler aussi leur émotion de colère. Ça, c'est simple, hein. L'idée, c'est de prendre sa main, droite ou gauche, peu importe, de la poser à plat. Et puis avec son autre main, eh bien, on va respirer, hein, faire la respiration de la main. Donc, comme vous voyez sur le petit schéma, hein, je monte, j'inspire, je descends, j'expire, je monte, j'inspire, je descends, j'expire. Et je vais faire le tour comme ça, un aller et un retour. L'idée, c'est vraiment, par contre, c'est la respiration qui va guider le doigt qui monte et qui descend, et non pas le doigt qui guide la respiration. Hein, j'insiste là-dessus, c'est pas le doigt qui va guider la respiration, mais c'est bien notre respiration qui va guider, hein, le déplacement du doigt. Je dis ça parce que pour l'avoir expérimenté plusieurs fois avec les enfants, et même avec des adultes d'ailleurs, ah, j'ai fini déjà. Non, on y va à son rythme. Et donc, du coup, ça amène aussi de la pratique, hein. Plus je le fais, et plus je vais évidemment être à l'écoute de ma respiration. Donc, si ça vous va, je vous propose qu'on le fasse ensemble, donc de mettre la main bien à plat devant soi. Et puis, ensemble, on va eh bien, se prendre une petite pause pour faire cette respiration de la main. OK? C'est parti! Donc, je prends bien le temps d'inspirer et d'expirer. Faites le vraiment à votre rythme. Et puis, bah, quand vous avez fait l'aller-retour, vous pouvez tranquillement revenir par ici. Et puis, pour celles et ceux qui souhaitent peut-être partager comment vous avez vécu cette petite respiration de la main, est-ce que vous avez remarqué une différence ou pas? Est-ce que c'était facile ou plutôt difficile? Qu'est-ce que vous avez pu observer en prenant le temps de respirer grâce à votre main? Bâillement et détente. Le bâillement est signe de relâchement. Donc, c'est plutôt bon signe pour le coup. De l'apaisement pour Catherine, ok? Diminution du rythme cardiaque. Ouais, ok, super. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace que la respiration seule. Personnellement, enfin probablement pour tout le monde, on pratique ces temps de respiration pour s'apaiser, pour se calmer, etc. Mais le fait qu'il y ait ce cheminement
cette espèce de progression. Et puis cette caresse, c'est non seulement on est dans la respiration, mais aussi on est dans le tactile. Et je trouve que c'est beaucoup plus apaisant. Ouais, super. Merci, Marianne. En tout cas, c'est un petit outil que les enfants aiment beaucoup. Je sais que pour l'avoir aussi expérimenté beaucoup avec des élèves même en classe, et en général, ils en redemandent. Et puis l'avantage, c'est que voilà, la main, elle est toujours avec nous, sauf évidemment rare exception, mais donc on peut quand même la solliciter, puis de manière assez discrète. Je pense aussi, je sais pas si on a des parents avec nous de jeunes ados ou de jeunes même étudiants, ou même voilà, peu importe, même à l'école primaire ou au collège. Mais je pense notamment avant un contrôle ou une évaluation ou avant un examen. Voilà, ça c'est une petite pratique que vous pouvez leur montrer et qu'ils peuvent faire juste avant pour s'apaiser et puis voilà, revenir au corps, revenir à la respiration, hein, puisque notre respiration, c'est notre meilleure amie, elle est toujours là avec nous, hein, et donc c'est vraiment euh, le, le meilleur ami pour nous apaiser, hein, et revenir à un ancrage qui nous permet de mieux nous réguler et d'accueillir un peu plus facilement, en tout cas, les émotions. Voilà, un petit outil. Autre outil aussi dont j'aime bien parfois, que j'aime bien citer, qui est très simple aussi, mais si on sent vraiment qu'on se sent envahi par la colère, on peut alors. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est d'essayer d'avoir quelque part des ancrages. Donc, il y a plein d'ancrages différents qu'on peut avoir. Il n'y en a pas un meilleur qu'un autre. Ça va surtout dépendre de chacun de nous. Hein. On va être plus réceptif en fonction des outils. Il y en a qui vont avoir besoin plutôt de revenir au corps, qui vont avoir besoin plutôt de choses tactiles, puis d'autres, ça va être plutôt des ancrages de pensée. Hein. Donc, dans le retour au corps, il peut y avoir tout simplement aussi le fait de, toujours avec nos mains, mais vous voyez, de se pincer un peu comme ça, en faisant des allers-retours, pareil, sur tous les doigts des mains. Voilà, quand on a une émotion un peu difficile qui nous traverse, ça parfois, ça peut aussi être assez efficace et nous aider à pouvoir. C'est des ancrages en fait, hein, qui plutôt que de nous laisser finalement submerger par nos émotions, permettent de revenir au corps de manière assez simple et efficace. Voilà, donc ça aussi, vous pouvez le montrer aux enfants, hein, peuvent le faire. Vous pouvez essayer là maintenant, voilà. Et puis, un autre type d'ancrage, ça peut être plutôt en termes de pensée. Et donc là, d'essayer en avance, quelque part, d'avoir un peu un disque rayé, de pensée que vous vous répétez quand vous sentez que la colère monte. Ben, vous pouvez vous dire une phrase ou un mot-clé ou une image qui va vous apaiser. Hein, on fera tout à l'heure une visualisation autour de la colère. Et voilà, donc peut-être que pour certaines personnes, ça fera plus écho ou ça conviendra mieux. Encore une fois, il n'y a pas un outil meilleur qu'un autre. C'est à vous de trouver celui qui va vous être utile, qui va vous convenir. Puis parfois, c'est important d'en avoir plusieurs sous la main parce qu'en fonction de la situation, de l'endroit où on est, du contexte, eh ben, il y a voilà, des outils qui vont tout convenir à certains moments et pas à d'autres. Alors, on avance. Lors de la conférence, hein, je vous avais présenté aussi ce fameux iceberg, hein, où on se rappelle que tout comportement, eh bien, a une raison d'être. Et derrière la colère, bien sûr, hein, il y a évidemment plein de choses qui peuvent eh bien, expliquer évidemment la colère exprimée. L'idée étant toujours de pouvoir comprendre, hein, mais comprendre ne veut pas forcément dire tolérer. Hein. Encore une fois, j'ai le droit d'être en colère, mon enfant a le droit d'être en colère, par contre, j'ai pas le droit de taper, hein, j'ai pas le droit de crier, j'ai pas le droit de faire preuve de violence sous prétexte que je ressens de la colère. Mais le fait de ressentir la colère, encore une fois, c'est légitime, c'est normal, c'est tout à fait humain. Hein. Donc l'idée, c'est pas non plus de s'arrêter à ce que je vois en termes de comportement, hein, pour les enfants, mais c'est de leur apprendre justement à déceler bah, qu'est-ce qu'il y a derrière pour agir sur ce qu'il y a sous l'iceberg, hein, pour eh bien, faire en sorte que la façon dont la colère est exprimée, eh bien, soit exprimée de manière de plus en plus respectueuse vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres.
Et puis, on avait parlé, je vous avais montré aussi ce qui active mon volcan intérieur de colère. Voilà, j'aimais bien un petit peu, ça fait partie des déclencheurs. J'en avais montré plusieurs. On se souvient que la colère cache souvent d'autres émotions. Et puis, lors de la conférence, je vous avais demandé, eh bien, quels étaient vos déclencheurs de colère. On avait fait ce petit nuage de mots à la suite de vos partages. Il y a aussi cette question qui a été posée aux différentes personnes qui sont présentes ici ce soir, puisqu'on vous avait demandé de répondre aussi à cette question. Et on avait à peu près les mêmes, des partages assez similaires. La frustration qui revenait beaucoup, qui était peut-être un peu moins présente d'ailleurs là sur le nuage de mots. Là ici clairement dans vos réponses à vous c'est ressorti de manière assez importante. L'injustice est ressortie aussi de manière très importante. Les cris, les insultes, le vase trop plein, la surcharge sensorielle, les mauvais comportements de mon enfant, les émotions fortes, l'incompréhension, le rejet, la non-connaissance des troubles par les professeurs, les temps de communication difficiles, la maltraitance institutionnelle, le manque de respect aussi, qui est revenu comme c'était le cas lors de la conférence, le non-respect des règles de la maison ou de mes valeurs, euh, la fatigue, le stress, voilà ce qui ressort de manière assez récurrente, on va dire, dans vos réponses. Et là, j'aimerais, si vous le voulez bien, dans le chat, euh, parce que donc si on reprend en tout cas la frustration et l'injustice, puisque c'est ce qui ressort beaucoup entre la conférence et puis vos mots ici, si on s'arrête sur ces deux éléments de l'injustice et de la frustration, est-ce que vous pourriez peut-être aller un chouïa plus loin en partageant des situations assez concrètes? Qu'est-ce qu'il y a derrière finalement ce sentiment d'injustice et ces sentiments de frustration? Est-ce que c'est par rapport à ce que vit votre enfant ou est-ce que c'est par rapport à ce que vous, ça vous fait vivre? Et du coup, ce serait quoi? Des reproches qu'ils font. Ok. Par moment, on met tout en œuvre pour que tout se passe bien et la crise est d'autant plus forte. Et qu'est-ce qui a été le déclencheur du coup de la crise, Vanessa, à ce moment-là, selon vous? Si vous le savez, hein. Des fois, on ne le sait pas toujours. Souvent d'ailleurs. Moi, c'était surtout, je me suis rendu compte que souvent c'était la scolarité. Hmm. Après la journée, vous savez, la journée épuisante, et puis nous on se dit, bah ça va, il était à l'école. Ça va. Et non, Ouais. ça allait pas Ouais. du tout. Et oui, parce que je cherche mon. Ah oui, voilà. C'est ce que j'avais montré aussi dans une conférence, c'est que notre fameuse tasse à émotion ou notre gourde à émotion, hein, eux, dans leur journée d'école, ils en vivent beaucoup des émotions, les enfants. Des émotions agréables et puis des émotions désagréables. Alors du coup, ben, les émotions désagréables, quand elles s'entassent, elles s'entassent, elles s'entassent. Ils vivent aussi des émotions désagréables, mais à un moment donné, quand même, la coupe, elle est pleine. Et puis Mm, nos enfants, eux, ils n'ont pas une capacité d'une grande gourde comme ça. Leur capacité, elle est beaucoup plus faible. Et puis si en plus ce sont des enfants vivant avec des TND, la capacité, elle est encore plus faible, hein. Donc parfois, ils compensent énormément, ils font beaucoup d'efforts à l'école, parfois, et parfois, ils n'y arrivent pas. Et du coup, quand ils arrivent à la maison, ben, il faut déverser. Ouais, c'est ouf. Faut que ça sorte, faut que ça se déverse. oui, Et vous avez beau avoir toute l'écoute et la bienveillance possible, il y a rien. ben, il faut que ça déborde, hein. Faut que Oui, ça déborde. Donc ça, c'est des moments. Alors, je ne sais pas si ça va résonner avec d'autres parents ici présents, mais ces moments de transition entre l'école et la maison, hein, c'est mm, souvent des moments un peu sensibles parce que oui, justement, il y a ce trop-plein-là. Donc, une fois qu'on le sait, ben, on peut essayer de mettre en place des stratégies ou des activités qui permettent aux enfants mm, de déverser. On peut leur dire déjà, hein, tu sais, toi, ta tasse à émotion, bah, elle peut avoir cette quantité-là, peut-être parfois un peu plus, mais à l'école, bah, ça se remplit, c'est normal. Et le soir, quand tu arrives à la maison, bah, tu as besoin de vider cette tasse à émotion et puis de remplir l'autre tasse à émotion agréable, hein, pour te faire mm. du bien. Donc, bah, de quoi tu aurais besoin? Qu'est-ce que tu pourrais faire en rentrant de l'école?
pendant 10-15 minutes pour aller justement déverser ton trop-plein et puis remplir la tasse à émotions agréables pour que on passe une bonne soirée. Mm. Alors ça, c'est quand évidemment on est là dans les moments de transition, ce qui n'est pas toujours le cas en fonction des situations familiales, hein, évidemment. Mais l'idée, en tout cas, plus on va travailler ça avec les enfants, plus ça va les aider et mieux on a plus de chances de passer des soirées un peu plus apaisées, en tout cas. Maintenant, j'ai dit ça, il n'y a pas de recette magique, ça marche pas à tous les coups. Mais je pense que déjà, le fait d'accepter que c'est Ça un moment où explose. on sait que ça peut être sensible et de Oui. travailler des stratégies avec les enfants, des fois, ça peut aider. Il faut laisser déverser, mais dur de trouver la limite de laisser faire sans que ça devienne acceptable. Oui. Et c'est un vrai apprentissage en soi, ça, du coup. Et au début, oui, il y a sûrement des débordements qui vont se faire. Mais plus on fait, plus on apprend, plus on s'améliore. Donc ça, c'est un moment aussi malheureusement qui à, à accepter quoi, de passer par ces moments plus difficiles au début, et puis pour que petit à petit l'apprentissage se fasse. Mon conjoint lui a créé un parcours à l'extérieur pour qu'il décompresse, il marche et parle et se défoule. Oui, génial. Je suis curieuse de voir votre parcours. C'est top. Ouais, ok. Il y a d'autres choses là qui vous viennent en tête ou qui a en tout cas derrière ces déclencheurs? Parce que j'imagine que vous en vivez beaucoup au quotidien. Est-ce qu'il y a des situations que vous repérez qui sont un peu des moments, on va dire, particulièrement sensibles où vous sentez que bah, justement la crise, elle peut être déclenchée assez facilement? Et puis vous, en tant que parent, qu'est-ce qui déclenche votre propre colère aussi? Donc suite à des insultes parce qu'il vous... Ok, de mon fils car il m'insulte. Ok. Donc, on est bien d'accord que les insultes, c'est pas acceptable. Il a le droit de ressentir la frustration, il a le droit de ressentir la colère. Par contre, il n'a pas le droit de vous insulter. Hein. Donc, on peut comprendre le fait qu'il insulte par rapport peut-être au trouble qu'il a et par rapport à ses enjeux liés à l'opposition. On peut le comprendre. Maintenant, comprendre ne veut pas dire accepter et tolérer. Et puis, ce qui va être intéressant aussi de se demander, c'est du coup, qu'est-ce que vous faites, vous, dans ces moments-là? Est-ce que ça déclenche, du coup, votre émotion de colère et qui, à votre tour, vous submerge et on rentre dans une escalade? Ou vous avez un autre type de réaction? Quand il est vraiment en colère, je passe au-dessus de ça, j'attends qu'il se calme pour lui parler. Ok, super. Lui, la moindre injustice vue de son point de vue. L'école et tout ce qu'il a vécu, mais il n'en parle pas. La colère se reporte contre moi. Ouais. Oui, on est souvent, nous, alors j'allais dire les parents, mais souvent aussi les mamans, hein, un peu les déversoirs. Bah, pourquoi? Parce qu'on a le privilège quand même d'être maman et du coup d'être quand même le pilier sécurisant. Et comme ils se sentent en sécurité avec nous, ben on leur sert de défouloir et de déversoir. Hein. Maintenant, tout l'enjeu étant de les accompagner au mieux, hein, pour que ce déversoir soit fait de manière sécurisée, sécurisante et quand même, évidemment, avec du respect. Qu'est-ce que les uns et les autres vous faites? C'est quoi vos stratégies? Et je respire, je m'assois, je parle avec elle sans la regarder dans les yeux. Et ça passe au bout de trois quarts d'heure, une demi-heure, trois quarts Mm, d'heure. Et on débriefe pas là. On fait ce qu'on a, on rattrape un peu ce qu'on a perdu, manger, devoir, je sais pas quoi. Je laisse même des choses, tant pis, c'est pas grave. Et une fois de temps en temps, je fais un débrief familial. Je réexplique la situation, parce que c'est pas la seule. mm, Les règles de la maison, ce qui est acceptable et pas acceptable, que moi, je suis pas non plus, je leur dis souvent que je suis pas un placard de cuisine. On prend, on se sert et on laisse les portes mm, ouvertes. Moi aussi, j'ai besoin de... Parce que j'ai TND, évidemment, vous pensez bien. Donc, voilà. Et c'est fragile parfois, et parfois, elle me regarde et me dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai senti la colère, hein, j'avais envie... mm. Ben, je l'ai pas fait. Et là, je me dis, oh, Ouais, mais quelle belle victoire là. Parce que ouais, ça veut voilà, dire il qu'il y a va y il y avoir a la quand même trahison. ouais.
Là, c'est la fierté la fierté de maman, là, parce que quand ils arrivent à exprimer ça, il y a beaucoup d'apprentissage derrière, en fait. Voilà. Euh, non, mais bravo pour tout ça, en tout cas, Vanessa. Et puis, c'est important ce que vous dites, de dire qu'il y a des choses qui vont fonctionner pour un enfant, pas pour un autre. Mm. Que c'est un chemin en soi, hein, que c'est un apprentissage au long cours qui demande du temps. Et c'est vrai que, notamment avec le top, on le sait, c'est pas quelque chose qu'on va travailler en quelques jours ou quelques semaines, hein. C'est parfois plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois plusieurs années pour aller vraiment renverser une tendance en fonction de, on va dire, de l'intensité du top et depuis quand il est instauré dans la famille. Euh, mais en tout cas, il existe voilà, des stratégies. Et puis, ben, vous l'avez dit, hein, le point de départ, c'est le parent. Parce qu'en fonction de nos propres réactions, soit je vais alimenter cette Mm. opposition, ou alors au contraire, je vais aider à la désamorcer. Euh, donc, en tout cas, d'avoir des sas pour pouvoir exprimer, ça va être important. Je sais que parfois, j'avais des témoignages de parents, ça fonctionnait plutôt bien aussi. Ça peut être, alors, plutôt chez les petits, mais d'avoir, Mm. se dire, bah, tiens, allez, pendant 5 minutes par jour, tu as le droit d'aller dans telle pièce et de dire tous les gros mots qui te passent par la tête et que tu as envie Oui, de dire. mm. Hein. Allez, vas-y, dis tous les gros mots qui se passent Oui, par la j'ai fait tête. ça Là, aussi. tu as le droit, personne t'entend, vas-y, hein, décharge. Par contre, une fois que ces 5 minutes-là, elles sont passées et que tu sors de la pièce, c'est fini. Hein, t'as plus le droit de dire de gros mots, c'est plus accepté. Hein. Et si t'en dis, il y aura des conséquences. Donc ça peut être, voilà, ce petit, parfois ça peut aider. Euh, Comme disait, je crois, Karine, je peux pas faire une fixation sur l'insulte dite au moment de la colère. Hein. Après, tout dépend aussi de là où en est l'enfant dans son apprentissage, parce qu'effectivement, on peut parfois tolérer justement que des gros mots soient dits, à partir du moment où effectivement on reprend derrière, hein, en rappelant la règle que bah là, tu étais en colère, mais t'es pas censé pouvoir dire des gros mots, c'est pas autorisé dans la famille. Hein. Qu'est-ce que tu peux dire à la place la prochaine fois? Hein. Cette fois, tu n'as pas réussi à dire ce que tu devais dire à la place. C'est pas grave, tu es en train d'apprendre. La prochaine fois, tu y arriveras. Hein. Hein. De pouvoir évidemment inviter à pouvoir faire mieux et des progrès petit à petit. Euh, Conseil de famille pour Sylvie, oui. On n'est pas une éponge qu'on utilise et qu'on jette, oui, ça me rappelle le placard que vous dites aussi, Vanessa. Pour sortir ma fille d'une crise de colère, larmes, il fallait que je lui fasse un câlin, même si j'avais pas envie, car j'étais moi-même en colère. Oui, ça, c'est pas simple, hein. On sait que les câlins, ça fonctionne, souvent, pas toujours. Il y a des enfants avec qui ça fonctionne pas. Mais quand ça fonctionne, on n'est pas forcément, nous, dans un état émotionnel effectivement en capacité de faire le câlin. Donc ça aussi, parfois, c'est un travail sur soi, d'arriver à hein, respirer un bon coup pour être en capacité d'accueillir ce câlin-là. Si vraiment, pour certains parents, c'est pas possible dans ces moments-là, ne pas hésiter à dire, pour le moment, je suis pas en capacité, j'ai trop de colère en moi, mais dès que ma colère sera redescendue, je te ferai un gros câlin avec plaisir. Ça, on peut l'exprimer et être complètement anti-honnête hein, par rapport à ça. Donc, ces fameux déclencheurs, et un spécialiste de l'opposition, hein, pour les personnes que ça peut intéresser, Benoît Mahanger, qui est québécois, qui a vraiment fait un livre, enfin plusieurs ouvrages d'ailleurs dédiés à l'opposition, qui sont très connus et reconnus, que je vous invite à aller explorer. Il a donc sur son site CERC que vous voyez ici, il y a pas mal d'outils hein, euh, qui sont aussi présents pour aider justement sur la question de l'opposition. Et au cours de sa pratique, hein, lui, il a mis en lumière ces fameux 8 déclencheurs de colère. Donc, on voit que l'injustice, évidemment, arrive encore une fois, privée d'un plaisir, hein, donc en lien avec la frustration. Hein. Mais il a aussi mis le rejet, la menace, l'échec, l'anxiété, le stress, le sentiment de ne pas être entendu ou compris, hein, ou bien l'accumulation, évidemment, de tous ces facteurs-là. Et puis, il y avait aussi, j'avais noté ça, oui, toujours de Benoît Maranguer, il avait mis en lumière les expressions aussi qui ont tendance plutôt à attiser la colère des enfants. Donc, je trouvais ça intéressant à entendre, à se rappeler, parce que peut-être qu'on a tendance à dire ces phrases-là, consciemment ou pas,
Mais donc de savoir que ça a plutôt tendance à attiser la colère, bah, si jamais on dit ces phrases-là, peut-être essayer de les dire de moins en moins ou de ne plus les dire, tant que faire se peut. Donc les expressions qu'il avait relevées, c'était j'en ai marre de. Si on dit j'en ai marre de toi, alors là c'est encore pire. Combien de fois dois-je répéter? Attendons que votre père rentre ou que votre mère rentre ou que un tel rentre. Hein, sous-entendu, tu vas avoir une bonne leçon. Je te préviens, hein, donc un peu la menace. T'es vraiment insupportable. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Là, ça me rappelait un partage qu'il y avait dans le chat tout à l'heure, qui effectivement non seulement peut être un déclencheur, mais aussi un attiseur du coup de colère. Voilà. Physiquement aussi, parce qu'on le sait, les enfants, encore une fois, apprennent beaucoup par l'observation. Euh, dans sa pratique aussi, il a remarqué qu'il y a des attitudes qui ont tendance à attiser la colère. Lorsque les parents lèvent les yeux en l'air, lorsqu'on a tendance à froncer les sourcils, lorsqu'on montre du doigt, lorsqu'on croise les bras ou qu'on ferme les poings très fort. Voilà, qui peut être vu comme des signes peut-être un peu d'opposition qui du coup déclenche l'opposition derrière de nos chers loulous. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de partager ça avec vous, d'avoir en tête ces fameuses phrases un peu types et puis ces attitudes qui, on va dire, ont tendance à attiser la colère de nos enfants. Et puis, donc, juste pour rappel, pour celles et ceux que ça intéresse, je me suis amusée à faire un petit jeu de cartes. En tout cas, ça, c'est une première version. Je verrai si je vais un peu plus loin ou pas. Mais donc, pour justement repérer un peu nos déclencheurs, pour aider aussi nos loulous à repérer leurs propres déclencheurs. Voilà. Et donc, vous pouvez télécharger ce jeu de cartes avec ce QR code, gratuitement, bien sûr. Et voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le chercher, vous pouvez après l'imprimer. Mais l'idée, c'est d'avoir un médiateur on peut les laisser traîner voilà, sur la table du salon ou à un autre endroit un peu stratégique de la maison, mais parfois pour revenir sur ce qui s'est passé, pour amener l'enfant à mieux comprendre qu'est-ce qui a déclenché sa crise ou sa colère. Derrière, ça peut plus facilement aider justement à voir comment faire la prochaine fois ou les stratégies qui peuvent être mises en place en fonction justement du déclencheur. Alors justement, euh, je vous ai rajouté ce petit dessin que je trouve assez parlant, puisque dans notre vie de parent, quand on est justement en lien avec des enfants à besoins particuliers, mais pas que, euh, eh bien, il y a des choses qu'on va pouvoir contrôler, puis des choses qu'on va pas pouvoir contrôler. Et donc, ça va être hyper important de pouvoir faire la part des choses. Parce que si je suis constamment en lutte vis-à-vis d'éléments que je ne peux pas contrôler, eh bien c'est là où j'ai plutôt tendance à m'épuiser. Et sur ce que je peux contrôler, ben évidemment, je peux agir, je peux y mettre de l'énergie et ça porte ses fruits et tant mieux. Mais souvent, la souffrance et l'épuisement vient sur les choses qu'on ne peut pas contrôler et pour lesquelles, encore une fois, on est en lutte constante et on y crame ses ailes, on y met beaucoup d'énergie parce que en vain. Hein. Et c'est très lié évidemment au sentiment d'impuissance qu'on peut aussi souvent vivre, notamment en lien avec ce que parfois on peut vivre ou nos enfants peuvent vivre ou nous faire vivre par rapport à l'école. Mais donc de pouvoir être au clair sur qu'est-ce que je peux contrôler, ce que je peux pas contrôler. Et la seule chose que je peux contrôler ou en tout cas la seule chose sur laquelle je peux agir, je vais plutôt le dire comme ça, la seule chose sur laquelle je peux agir quand je ne peux pas contrôler les choses, ben, ça va être mes émotions. Et donc le travail sur mes compétences émotionnelles, mes propres compétences émotionnelles en tant que parent, va être essentiel pour justement être en capacité de savoir quoi faire quand je ressens le sentiment d'injustice moi-même en tant que parent, quand je ressens le sentiment de frustration, quand je ressens le sentiment de colère et que je peux pas contrôler, que j'ai ce sentiment d'impuissance, la seule chose sur laquelle je peux agir, ça va être les émotions que je vis. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Être un parent suffisamment bon
Ça veut dire Mm. aussi qu'on a nos moments aussi, nous, où on dérape, hein. C'est la fameuse balance que je montre régulièrement en conférence sur le 80-20, hein. C'est-à-dire que on a le droit, nous aussi, à des moments où on dérape, où on est fatigué, où voilà, où on n'est pas le parent qu'on voudrait être. Et c'est OK, parce que c'est que de temps en temps. Et puis, c'est aussi source d'apprentissage, parce que voilà, quand on est en capacité de reconnaître qu'on a merdé, qu'on a fait quelque chose qu'il faut pas, qu'on a dit les mauvais mots. Oups, c'est dit un gros mot, en plus c'est des enfants, pardon. Pardon les enfants. Euh, et donc, voilà, d'être capable de prendre ses responsabilités, hein, et de se dire, bah oui, là, j'ai fait une erreur, je m'en excuse. Et puis, voilà. Mais toi aussi, ça t'arrivera. Mais c'est important que tu t'excuses dans ces moments-là, hein. Mm. Et là, effectivement, c'est un apprentissage précieux qu'on leur apprend. On est des humains. Oui, Karine, et heureusement. Et heureusement, tout à fait. Donc, on avait vu en conférence aussi les trois voies de la colère, hein. Soit j'explose, soit j'implose, hein. C'est-à-dire que je ne dis rien et puis ça fait cocotte minute, hein. Ou alors, au contraire, j'exprime, hein, mais de manière évidemment respectueuse. Donc, quelle est votre tendance? Alors, encore une fois, c'est jamais noir ou blanc, parce que ça va dépendre des situations, des moments, certainement aussi quand on est plus ou moins fatigué, plus ou moins stressé. Mais quand même, sur les moments, les situations qui ont tendance à revenir de manière régulière, avec ces fameux déclencheurs, hein, qui reviennent souvent, ben, quelle est un peu votre tendance dans ces trois voies de la colère? Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui? Exprimer, car parler fait du bien, oui. Alors après, c'est comment vous l'exprimez. Mm. Est-ce que ça s'exprime en pluie de reproches? Est-ce que ça s'exprime en criant? Ou est-ce que ça s'exprime de manière assertive, comme on dit? Et là, encore une fois, l'idée, c'est certainement pas d'appuyer sur le bouton culpabilité, hein, mais en tout cas, c'est d'être conscient de c'est quoi ma tendance. Est-ce que j'ai plutôt tendance à exploser ou à imploser? Ou est-ce que j'arrive finalement à plutôt exprimer de manière calme, sereine, respectueuse quand je ressens cet état de colère, hein. Euh, Sachant que bah, exploser, on a vu évidemment les conséquences que ça peut avoir sur le développement de nos enfants. Imploser, bah, le risque, c'est que quand ça explose, la cocotte, hein, bah là, ça peut être très violent. Et puis, ça peut amener beaucoup de problèmes de santé mentale, de santé physique. C'est très mauvais pour notre propre santé de tout garder en soi. Donc, évidemment, la meilleure voie, c'est plutôt le fait de mettre en mots pour extérioriser, mettre en mots respectueux, hein. Euh, mais voilà, parfois on n'en est pas encore là. Et l'important, c'est déjà d'en avoir conscience et se dire, OK, bah, comment est-ce que je peux travailler pour plutôt être dans la voie, j'allais dire la voie du milieu. Mhm. Exposer, mais je travaille pour exprimer sans reproche calmement. Oui, super, bravo pour ça, vraiment bravo. C'est pas si simple. Mais le premier point de départ, hein, ça va être la prise de conscience. Si Mm. j'ai pas conscience de mes propres mécanismes, ça va être évidemment difficile de pouvoir agir dessus et amener des changements. Avec les années, l'expérience fait que l'on préfère l'expression. Oui, bien sûr, puisque on se rend compte, j'imagine, en tout cas Karine pour vous, peut-être aussi pour d'autres, que c'est ce qui va amener plus de sérénité, de collaboration, d'apaisement euh, et de respect. Ingrid, expression avec mon enfant pour échanger ensemble et imploser avec mon conjoint quand son comportement face à notre enfant n'est pas en phase avec le mien. Donc en tout cas, voilà, c'est vraiment important avec bienveillance toujours, hein, l'idée, n'appuyez pas sur le bouton culpabilité, c'est-à-dire dire, ok, comment aujourd'hui j'ai tendance à réagir, hein, et du coup, ben, une fois qu'on en a conscience, comment est-ce que je peux aller travailler euh, pour exprimer cette colère de manière plus respectueuse. Alors comment on fait? Ben, justement, j'aime bien cette citation que je cite à chaque fois, hein. Ces petites émotions sont les grands capitaines de nos vies, car celles-là nous obéissons sans le savoir, de notre ami Vincent Van Gogh. Et donc pour justement reprendre la barre de nos vies, hein, reprendre le contrôle, eh bien cette fameuse vague de la colère, elle va être aussi intéressante et importante à identifier. Donc là, je vais vous demander de prendre papier, crayon.
et je vais vous demander de dessiner votre vague de la colère. Parce que d'une personne à l'autre, ça peut être très différent. Le processus est le même, c'est-à-dire qu'on va tous avoir à un moment donné une phase de tension. Vanessa, vous le disiez tout à l'heure, je commence à repérer quand ma fille, elle commence à avoir certains mimiques ou quoi avant que ça explose. Donc on peut repérer chez l'autre, mais là je vais vous demander de repérer la vague votre propre vague de colère, à vous, parents. D'accord? On a tous le même process de la tension, que ensuite quand on sent dans notre corps que ça bouillonne, l'énervement monte. Et puis quand on a du mal à identifier suffisamment tôt cette colère, ben, hop, parfois, malheureusement, ça sort, elle nous submerge. Et donc là, c'est la crise. Et quand nous, on est en crise de colère en tant que parents, ça va être les moments où on va être eh bien, dans les cris, dans les pluies de reproches, pour certains parents, malheureusement, euh, avec de la violence, etc. Donc là, c'est notre crise à nous. Mais derrière, on sait qu'il y a forcément une phase d'apaisement. Et si jamais, en tant que parent, on a eu cette crise, eh bien, on va appuyer sur ce fameux bouton culpabilité, avec cette phase d'apaisement associée à cette culpabilité. Et puis, bien sûr, à de la tristesse. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se demander aussi si la phase de tension, elle est, parce que pour certaines personnes, la phase de tension va être très rapide et on va monter très vite. Puis on peut redescendre très vite aussi. Il y en a d'autres pour qui la phase de tension, elle va être plus ou moins longue, puis ça va monter tout doucement, puis on va rester là-haut longtemps, puis on va redescendre. Donc il y a des personnes qui montent pas forcément en crise en tant que telles. Il y en a d'autres, ça va être long, ça va être grosse crise, puis ça va redescendre d'un coup, hop. Il y en a d'autres, ça va être un peu de tension, ça monte, ça monte, ça monte, puis ça reste très longtemps là-haut, puis ça redescend. Vous voyez? Bien sûr que ça peut dépendre des moments, des personnes, de la situation, mais en général, on a quand même les mêmes schémas avec des situations récurrentes. Donc là, essayez de repenser à quand la colère elle est intense pour vous, des situations où cette colère elle peut être assez intense pour vous, et d'essayer de me dessiner comment elle est votre vague à vous de la colère. Moi personnellement, c'est plutôt comme ça. Je sais pas si on voit bien. Ça monte doucement, puis quand je suis en haut, par contre, je reste longtemps. Et puis du coup, je redescends, je mets du temps à redescendre. Souvent, c'est ça, moi. Donc j'essaye de travailler pour rester moins longtemps là-haut. Parce qu'autant vous dire que là, il y a du cortisol à gogo qui est sécrété. Et c'est pas du tout bon pour ma santé, ni mentale, ni physique. Donc, mon challenge à moi, c'est d'écourter ici pour redescendre plus vite. Ok, bon. Un, deux, trois. Super. Eh ben, merci. Et ça, vous pouvez le faire aussi avec vos loulous, de pouvoir justement leur proposer de dessiner leur vague de colère. Et puis, pareil, est-ce que à l'école, c'est différent de la maison ou pas? D'essayer un petit peu de repérer ça peut être intéressant pour eux. Donc, en tout cas, cette vague de la colère, encore une fois, vous pouvez la montrer à vos loulous, leur demander de dessiner la vague de la colère. Puis ça va vous permettre de voir est-ce que vous fonctionnez pareil ou pas, et de pouvoir aussi vous ajuster. Puis ça peut être un peu, pas une blague, mais ah bah tiens, là je crois que t'es en phase 2 de ta vague. Moi je suis en phase 1, ou t'es en phase 3. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter la phase 3? L'idée étant bien sûr, au fur et à mesure, petit à petit, parce que voilà, c'est un apprentissage en soi qui peut prendre plus ou moins de temps. Mais l'idée étant de leur apprendre, et puis d'apprendre pour nous-mêmes, évidemment, de repérer la phase numéro 1 avant que ça monte en 2, et puis surtout au plus tard repérer en 2 pour évidemment éviter, si possible, la phase 3 de crise. Et donc, ça va impliquer cette fameuse conquête de la demi-seconde, hein,
puisque pour repérer qu'on est en phase 1 ou 2, hein, ben, ça va être vraiment d'être à l'écoute de son corps. Encore une fois, l'émotion, on la ressent avant tout dans son corps, ou à l'écoute de ses pensées, parce que si on sent que, tiens, il y a les pensées un peu typiques de mon émotion de colère qui reviennent, là aussi, ça peut être un signal qui me dit, OK, là, il va falloir que je prenne une pause, hein, pour justement choisir ma réaction et non pas la subir et derrière regretter, hein, mes gestes ou mes paroles. C'est évidemment de l'entraînement. Mais en tout cas, c'est ce que je disais dans la conférence, la colère, c'est une vraie boussole intérieure et ça va être important de l'écouter parce qu'elle va évidemment être un point important pour nous rappeler nos valeurs, hein. En général, quand je ressens l'émotion de colère, c'est que je suis en décalage avec ce qui est important pour moi, avec mes valeurs. Ça va aussi me permettre de me dire que je ne réponds plus à mes besoins ou que je n'y réponds pas en ce moment et que j'ai besoin d'y répondre. Ça va me permettre aussi d'être à l'écoute de mes limites, hein, et du coup de prendre des choix, d'avoir des attitudes, des comportements qui vont davantage dans le sens de mes valeurs, du respect de mes besoins et du respect de mes limites. Quand un parent est épuisé, qui a l'exaspération, la fragilité émotionnelle, hein, c'est souvent un parent qui va être coupé de ses valeurs, de ses besoins et de ses limites. Et donc cette colère, bah, ça va être important de s'y reconnecter petit à petit pour justement se reconnecter à ses valeurs, ses besoins et ses limites. Alors on parlait tout à l'heure du message je et je voulais justement qu'on s'entraîne un petit peu. J'avais montré cet exemple en conférence. Comment est-ce que moi en tant que parent je peux exprimer ma colère? Donc j'avais pris l'exemple de l'enfant qui fait une demande en manquant de respect. Ou on peut prendre, c'est revenu tout à l'heure, l'enfant qui insulte, hein. Donc, lorsque je t'entends me parler comme ça, ou lorsque je t'entends dire cette insulte, hein, je ressens de l'indignation, par exemple, ou je ressens de la colère, euh, etc. Enfin, d'exprimer ce que vous ressentez et d'être au clair sur ce que vous attendez, du coup, de l'enfant, de votre enfant. Je veux que tu me fasses des demandes sur un ton aimable et respectueux, hein. Ou je te rappelle la règle. La règle, c'est que tu as le droit d'être en colère, mais tu n'as pas le droit d'insulter. Je veux donc que tu exprimes ta colère autrement, hein. Dans le cas contraire, ma réponse sera toujours non. C'est un exemple, hein, dans cette situation. Donc, si on essaye de prendre un exemple de situation que vous vivez en ce moment, qui vous fait ressentir une colère assez forte, eh bien, comment vous pourriez l'exprimer en utilisant ce message je? Petit moment d'entraînement. Prenons un exemple de situation vécue en ce moment. Rien de mieux que l'entraînement, hein. Ça, je vous invite vraiment le soir quand vous vous couchez, par exemple, ou à un autre moment de la journée, en tout cas qui vous convient, d'essayer de repenser aux situations qui ont été difficiles, où vous regrettez peut-être la façon dont vous avez parlé, agi, réagi, et se dire, bah, tiens, si j'avais utilisé ce message je de colère, qu'est-ce que ça aurait donné? Pour revisiter la situation. Parce que du coup, vous envoyez à votre cerveau un autre message, une autre possibilité de faire, d'agir, et que plus vous allez faire ça, plus dans la situation même de la colère vécue, vous serez à même d'aller remobiliser ces automatismes-là. Alors, si on fait lorsque, c'est quoi l'effet? On y va ensemble. Lorsque je ressens, je ressens Bah, de la quoi? distraction. J'ai Mais c'est besoin ou je pas. veux. Mais du coup, c'est important de dire ce que vous voulez voir comme comportement, d'être hyper clair et spécifique. Ok. Je veux ou j'ai besoin. Concrètement, qu'est-ce qu'on attend que notre jeune, notre enfant fasse à ce moment-là? Sachant qu'il n'y a Juste, pas de bonne ou mauvaise réponse, hein. Hmm. C'est là où c'est important d'être connecté par rapport à soi, par rapport à ses valeurs, par rapport à qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos enfants et Hmm. qu'est-ce qu'on attend comme comportement. Et ça peut être très différent d'une personne à l'autre, d'une famille à l'autre. Pour un petit enfant, même si ce n'est pas dans l'ordre. Oui, alors.
quand tu utilises ces mots méchants, je me sens triste. J'aimerais que tu me dises ce qui te fâche calmement pour que mes oreilles ne se ferment pas et que je puisse t'écouter comme tu le souhaites. Ok, ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne, ouais. Merci Myriam. Donc en tout cas, et j'ai bien conscience que c'est une mécanique qui n'est pas toujours simple, mais l'idée c'est vraiment d'être au clair sur le comportement, la parole, l'attitude qu'on attend de notre enfant, de notre jeune, quand j'exprime le j'ai besoin, je veux. Et c'est souvent ça le plus difficile, parce qu'on est souvent au clair sur ce qu'on veut pas voir comme comportement. Mais ce qu'on veut voir, c'est toujours plus difficile à nommer et à exprimer. Et donc parfois, ça demande de le réfléchir en amont, de se poser pour bah, qu'est-ce que j'attends moi de mon enfant? Qu'est-ce que je veux voir à la place? À la place des insultes, qu'est-ce que je veux voir? À la place d'une crise de colère ou si l'enfant jette quelque chose par terre, qu'est-ce que je veux voir à la place? Parce que ce sont des enfants qui ont des profils qui ont besoin on a besoin d'être très clair en fait sur ce qu'on attend d'eux. Et puis parfois, ça peut aider de raccrocher à dans la vie. Hein. Je veux que tu me fasses des demandes sur un ton aimable et respectueux, parce que dans la vie, quand tu respectes les autres, eh ben, on te respectera davantage. Euh, ben, je ne veux pas que tu fasses preuve de violence, parce que dans la vie, quand on fait preuve de violence, eh ben, on peut aller en prison. Pour faire le lien avec les lois, les valeurs de la société, hein, des fois, ça peut être aussi intéressant. Surtout que c'est des enfants qui, en général, quand même, aiment beaucoup avoir du sens. Donc, de raccrocher aux conséquences que ça peut avoir aussi dans la vie de tous les jours, de manière un peu plus large, ça peut aussi parfois résonner pour eux. En tout cas, bravo d'avoir essayé. Voilà, c'est de l'entraînement, encore une fois. Et vraiment, je vous invite à essayer de revisiter, même à froid, parce que plus vous allez y revenir à froid, plus vous serez à même de pouvoir l'utiliser dans les moments un peu chauds, comme on dit. Alors, petit rappel aussi sur cet outil que j'avais présenté en conférence, hein, parce qu'on sait quand il y a crise, ben, il y a crise, que malheureusement, à part attendre qu'elle passe, tout en assurant bien sûr la sécurité de votre jeune, de votre enfant, et puis votre sécurité et celle de l'entourage. Mais l'idée, c'est vraiment bah, déjà de gérer ses propres émotions de parent. Hein. Je ne vais pas pouvoir gérer les émotions de mon enfant si je ne gère pas d'abord mes propres émotions. Donc, c'est ce que je mets derrière le C de crise, hein, capter l'émotion ressentie, notre propre émotion, reconnaître l'émotion que vit l'enfant, le jeune, hein, et puis ben, l'inviter à prendre une pause ou s'isoler hein, pour justement revenir au calme. Hein. Mais chercher à le raisonner, hein, rentrer dans une escalade de conflit, hein, évidemment, ne sera que néfaste pour tout le monde. Et puis lorsque l'enfant, le jeune est redescendu, hein, que sa vague de colère est redescendue, c'est à ce moment-là qu'on peut reprendre à froid ce qui s'est passé et voir ensemble bah, comment est-ce que on aurait pu faire autrement, comment le jeune aurait pu faire autrement, hein, quelles sont les stratégies qu'il peut mobiliser si ça arrive une autre fois. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera plus, hein, mais petit à petit, en tout cas, l'aider à solliciter ses ressources. Être dans l'écoute, bien sûr, et puis rappeler quand même le cadre, les valeurs et ce que vous attendez hein, de lui ou d'elle euh, après, ou en tout cas pour éviter ou à la place qu'une crise se fasse. Hein. D'être vraiment de réaffirmer euh, vos règles, vos valeurs et ce que vous vous attendez. Donc là encore, vous pouvez télécharger le petit outil si vous voulez avec le QR code. Et puis le fameux stop, feel and go. Hein, du coup, on va l'expérimenter, puis on finira avec la visualisation de la colère que je voulais aussi vous faire vivre aujourd'hui. Si on se fait un petit stop, là, ben, on va le faire très simplement. Je vous invite à fermer les yeux et puis juste faire stop dans votre tête.
Et puis, portez votre attention sur comment vous vous sentez dans votre corps, ici et maintenant. Est-ce que vous ressentez des tensions ou pas à certains endroits du corps, dans les jambes, dans le dos, dans les épaules, dans les mains ou pas? Est-ce que peut-être vous avez besoin de bouger, de vous lever, de vous étirer? Hein, si c'est le cas, autorisez-vous surtout à le faire. Et puis, dans un deuxième temps, bah, comment vous vous sentez en ce mardi soir, presque à la fin de cet atelier autour de la colère? Comment est-ce que vous vous sentez? C'est quoi vos émotions? C'est quoi votre ressenti? Et puis, qu'est-ce que vous vous dites? Quelles sont les pensées qui vous viennent en tête, sans chercher à modifier quoi que ce soit, mais juste observer ce que vous pouvez vous dire à ce moment-là. Et puis, tranquillement, prendre une, deux ou trois respirations profondes et puis me dire, bah, tiens, en fonction de comment je me sens dans mon corps, par rapport à mon état émotionnel, de ce que ma tête, elle me raconte, eh ben, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Du coup, qu'est-ce que j'en fais de ça? Ça va être quoi mon action, mon comportement que je choisis d'adopter? Et je peux rouvrir les yeux. C'est ce fameux stop, feel, hein, comment je me sens dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête. Et avec ce ressenti-là, eh ben, qu'est-ce que je choisis de faire? Euh, Olivier Revol parle beaucoup hein, de ce fameux stop, feel, go, qui aide beaucoup les enfants, les jeunes, mais nous aussi les adultes. Outil très simple, en théorie, hein, la pratique demande de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. Hein. Et plus vous allez vous entraîner à le faire dans les moments où il n'y a pas d'enjeu, plus vous serez à même de solliciter cette capacité dans les moments plus chauds et difficiles. Donc moi, pendant un moment, ce que j'ai fait, et ce que je continue d'ailleurs parfois à faire aussi, hein, c'est me mettre une petite alarme sur mon téléphone pour me rappeler de faire un stop et de faire cette pratique pendant quelques secondes, hein, pas besoin que ce soit très long, juste j'arrête tout ce que je fais, je ferme les yeux et je me pose la question de comment je me sens dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête. Oh, je prends une respiration et hop, je continue. Voilà. Et donc ça me permet, parce que sinon j'y pense pas, ça me permet, il y a des applications hein, que vous pouvez mettre sur votre téléphone et pour faire des rappels, je sais pas, tous les 4 heures, toutes les 2 heures, toutes les 6 heures, peu importe, mais de le faire au moins 2, 3 fois dans la journée, ça vous aide à vous entraîner, encore une fois. En tout cas, moi, ça m'a été personnellement très, très utile. Est-ce que pour autant, je ne suis jamais en colère avec des moments qui débordent? Évidemment que non, hein. Je suis humaine comme vous, mais il y en a de moins en moins et de façon beaucoup moins intense grâce à ça. Donc, si vous êtes ici ce soir, c'est que vous aviez envie d'apprivoiser votre colère, hein, comme le petit prince a apprivoisé le renard. Et pour rappel, ce que j'avais aussi présenté en synthèse de la conférence, pour apprivoiser sa colère, mais comme toute émotion, hein, la première compétence, ça va être d'identifier sa colère, encore une fois, à quel endroit du corps je la ressens. Donc ça veut dire être à l'écoute de son corps. Ensuite, comprendre hein, pour quelles raisons je vais ressentir la colère. Ça va être quoi, du coup, le déclencheur, hein, c'est là où on va euh, aller identifier nos déclencheurs, nos boutons de colère. Ensuite, de l'exprimer. Quels mots je peux utiliser pour l'exprimer? Là, je peux évidemment apprendre du vocabulaire, m'aider de cartes, Ah, d'émotions pour pouvoir justement des choses enrichir concrétises à faire. mon vocabulaire. Et dernière, Non, mais Réguler. ouais. Qu'est-ce que je Voilà. peux faire pour réguler mon Bon, émotion tu de peux en colère? préparer? Hein, on avait vu quelques activités en j'ai conférence. Là, ce regardé. soir, on a expérimenté notamment la respiration de la main, par exemple. Et puis, utiliser, hein, qu'est-ce que je choisis de faire maintenant, dans le respect des autres et puis mon propre respect. Et c'est là où je peux
m'entraîner à utiliser ce fameux Stop Feel and Go qu'on a vu juste avant. Allez, c'est parti! Je vais vous inviter pour cette pratique, alors vous pouvez rester assis ou vous mettre debout, vraiment comme c'est confortable pour vous. Et je vais vous inviter donc à fermer les yeux. Et puis surtout, encore une fois, hein, que vous soyez euh, dans une position, pardon, la plus confortable possible. Je vais vous demander de prendre une grande respiration à votre rythme en fermant les yeux. Et puis, tranquillement, de repenser à une situation où vous n'avez pas forcément bien géré votre colère. Une situation récente avec vos enfants où vous estimez que la façon dont vous avez géré votre colère n'était pas celle que vous auriez souhaitée. Je vous invite à repenser à cette situation, à repérer quand c'était, où c'était, avec qui. Est-ce que vous étiez seul, avec d'autres personnes peut-être? Essayez d'imaginer les odeurs présentes dans cette situation, les couleurs, et je vous invite vraiment du mieux que vous pouvez à vous remettre dans cet état émotionnel-là, en repensant à cette situation où vous n'avez pas bien géré votre colère. Et de porter votre attention, en étant dans cet état émotionnel-là, de comment ça se passe dans votre corps à ce moment-là. Dans cette situation où vous n'avez pas bien géré votre colère, quelles sont vos sensations physiques? À quel endroit de votre corps vous ressentez ces sensations? Et puis maintenant, d'essayer de repérer quelles étaient vos pensées à ce moment-là. Qu'est-ce que vous vous disiez dans votre tête? D'observer sans jugement ce que votre vous racontait finalement à ce moment-là, les pensées qui vous traversaient dans cette situation où vous n'avez pas bien géré votre colère. Je vous invite maintenant à ouvrir les yeux et à noter avec votre crayon et la feuille qui est devant vous 2 à 3 ressources ou forces ou qualités que vous auriez aimé mobiliser à ce moment-là pour mieux vivre cette situation, pour finalement être davantage en maîtrise de votre émotion de colère. À la lumière de ce qu'on a vu ce soir ou des ressources dont vous disposez déjà. Mais de noter 2 à 3 ressources, qualités, forces que vous auriez pu mobiliser pour mieux vivre cette situation qui vous est revenue en tête. Je vous invite à avoir en tête ces 3 ressources, forces, qualités. Et puis à nouveau, je vais vous demander de prendre une grande respiration et de fermer les yeux. À nouveau de fermer les yeux et de repenser dans votre mémoire à un moment avec des personnes où malgré la colère que vous avez ressentie, eh bien vous avez été en capacité de mobiliser ces ressources-là que vous venez de noter, qui vous ont permis de réussir à gérer votre colère
en étant en maîtrise de vous-même grâce à ces ressources. Et en repensant à cette situation, eh bien, je vous invite à essayer de repérer qu'y avait-il à ce moment précis autour de vous. Cette fois, quelles étaient les couleurs? Quelles étaient les odeurs? Quelles étaient les personnes en présence? Quelle position vous aviez? Quelle posture physique? Quel est le, quel était le ton de votre voix? Et ce qui se passait à ce moment-là dans votre corps, dans votre tête? Comment ça se passe finalement à l'intérieur de vous quand vous maîtrisez votre émotion de colère? Quelles sensations physiques vous ressentez dans votre corps quand vous maîtrisez cette émotion, quand vous arrivez à l'identifier, à la réguler? Et qu'est-ce que vous vous dites dans ces moments-là, dans votre tête? Imaginez un symbole qui marque ce moment où vous avez réussi à mobiliser ces ressources malgré votre colère. Ce symbole, ça peut être un mot, une image, un son, une couleur, un symbole qui représente je suis en maîtrise, je suis en capacité d'apprivoiser ma colère. Je régule et j'utilise ma colère de la bonne façon, en me respectant et en respectant les autres. Gardez ce symbole et repensez à la situation difficile de départ, avec une perte de contrôle. Cette fois, en mobilisant votre symbole. Comment se passe cette situation en activant ce symbole, ce mot, cette image, ce son, cette couleur? Comment voyez-vous alors la situation? Que faites-vous de différent grâce à ce symbole? Observez à nouveau vos sensations physiques, ce que vous ressentez dans votre corps, vos pensées, ce qui vous se passe dans la tête, en activant ce symbole pour mieux gérer et apprivoiser votre colère. Et tranquillement, à votre rythme, vous allez pouvoir ouvrir les yeux en vous souvenant que les ressources, vous les avez déjà en vous et que vous êtes en capacité de pouvoir les mobiliser à tout moment. Le défi étant de pouvoir les utiliser dans les moments les plus difficiles. Mais encore une fois, plus vous vous entraînerez à les utiliser dans les moments où il n'y a pas d'enjeu, plus ce sera simple de les mobiliser dans les moments difficiles. Donc, je vous invite à prendre une respiration profonde, en fermant les yeux ou pas, suite à cette pratique. Parce que c'est toujours assez important pour moi de savoir, bon, pour les personnes qui restent, désolé, on a un peu débordé, mais quel va être votre prochain petit pas pour apprivoiser la colère, même si, comme tu dis, Marie-Annick, on sent qu'il y a déjà beaucoup de remises en question, beaucoup de chemin de fait avec les parents qui étaient présents ce soir. Mais voilà, c'est toujours important de se dire, bah, c'est quoi la suite et ça va être quoi mon prochain petit pas pour aller dans le sens de l'apprivoisement de sa colère. Donc voilà, si les uns et les autres peuvent partager ce petit pas, je serais, euh, je serais contente. Voilà. Et puis, en tout cas, moi, c'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Et puis, encore une fois, bravo d'avoir pris ce temps. Vous pouvez vraiment être fiers
d'œuvrer pour être voilà, des parents suffisamment bons, mais surtout bienveillance envers soi pour ne pas s'épuiser et se respecter. Voilà, se respecter pour encore plus respecter ceux qu'on aime.